Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, au Québec, sur la rive sud de Montréal, de l'autre côté de la rivière Richelieu. Voici ce Vidéorandia. Nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, à moins de 13 jours du fameux 24 février 2023 pour le Vidéorandia numéro 7. Diffusion en première était le samedi 11 février. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde, en entretien avec Pierre Paris, l'époux de Marguerite, qui nous a quittés, qui a quitté la planète Terre il y a à peine quelques jours. Elle savait où, quand, comment et pourquoi elle avait choisi sa mort. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum orandia.com. À la musique, Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland. Et cette fois, à la régie, c'est moi-même. Concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Comme vous l'avez sans doute constaté, il n'a pas fait assez froid pour qu'il y ait de la glace suffisamment épaisse pour qu'on puisse traverser sur l'eau à pied sec. Nous sommes dans une étrange époque. Et comme vous avez vu l'image qui annonce notre rencontre aujourd'hui avec Pierre Paris et sa compagne Maggie, Marguerite de son vrai nom, hein. Alors, vous comprenez qu'on va aborder un sujet très très délicat. Et à l'époque de la Saint-Valentin, puisque l'émission est à 3 jours de la Saint-Valentin, hein, on est aujourd'hui même le jour anniversaire de la compagne de Pierre Paris. Et elle n'est plus avec nous sur Terre. Non pas qu'elle est partie en soucoupe volante, mais elle est partie avec son esprit et son âme. Et là, on va se parler de choses importantes. Vous savez ce qui est arrivé à Ville-de-Laval, là, il y a quelques jours, je dirais quelques heures par rapport au moment où on enregistre. Le type qui a perdu le contrôle d'un autobus, puis qui est allé foncer dans une maternelle qu'on appelle une garderie ici au Québec, et 2 enfants sont décédés, des enfants de 4 ans. Ils n'ont pas eu le temps de vivre beaucoup, hein. Alors, tout le monde le sait, un jour, ça va être le billet qui va nous être imposé, puis on va être obligé de partir. Il y a des gens maintenant qui ont le choix de choisir où, quand, comment et aussi pourquoi ils décident de partir. C'est tous ces sujets qu'on va aborder ensemble. C'est pas mal spécial. Alors, on va maintenant commencer l'émission. Bienvenue à ce Vidéorandia numéro 7. À quelques jours du 24 février 2023, mais surtout, je dirais, n'oubliez pas, à quelques jours de la Saint-Valentin. Eh oui, alors, le jour des amoureux, c'est étrange de parler de l'amour au moment où on va parler de la mort. Pourtant, c'est complémentaire. On va dire que des gens qui aiment tellement sont prêts à donner leur vie pour ceux qu'ils aiment. On voit que c'est très égal dans la balance. Donner sa vie pour quelqu'un que tu aimes, ou te marier et donner des enfants, vivre ensemble et supporter l'un et l'autre devant l'adversité, pour le bien, pour le beau, le bon, le bien, aussi bien que pour les autres côtés de la vie qui sont plus difficiles et plus pénibles. Alors, mon idée, c'est d'aborder le sujet qui est très délicat, qui est le dernier des tabous. Au début, c'était ésotérisme expérimental pour gérer le paranormal, le phénomène extraterrestre, les fantômes, etc. Deuxième, c'était l'énergie vitale, la sexualité, le tantrisme, mais aussi les médecines douces et tout le reste, sur l'énergie vitale. Et le troisième tabou, la mort. On est vraiment rendu dedans. Alors, j'ai pensé inviter quelqu'un qui était au début de mes émissions et qui sera peut-être à la fin de mes émissions. Écoute, c'est drôle, mais c'est pas un plaisir de parler de ces sujets-là, mais il faut en parler. Alors, Pierre Paris. Bonjour. Bonjour Richard, bonjour tout le monde, bonjour aux gens qui nous écoutent de l'Europe et bonjour à ceux qui sont d'ailleurs.
D'ailleurs, tu veux-tu dire d'ailleurs... Ouais, ben souvent, tu nous dis à tes émissions comme quoi que tes amis les extraterrestres qui nous écoutent, ben on leur dit bonjour. Non, juste là. Eh oui, le petit gris. C'est juste un spectre. C'est étrange, pareil, hein. Bon, alors, Pierre, ta compagne est décédée, puis si tu as vu bien l'image que j'ai présentée, que j'ai préparée pour l'émission d'aujourd'hui, on la voit là très très bien. Choisir sa mort. Alors qu'on parle de Saint-Valentin, d'un côté, on te voit avec Maggie, Marguerite, avec un beau cœur dessiné dans le mur en arrière. Et au milieu, il y a une belle image, un dessin, sur lequel j'ai ajouté, moi, le point d'interrogation blanc avec le où, quand, comment, pourquoi mourir. Mais cette toile-là, ce dessin-là, c'est Marguerite qui l'a fait elle-même. Oui, c'est un dessin que Marguerite a fait il y a plusieurs années. Et c'est sûr que c'est accompagné aussi d'un poème qui s'appelle L'ultime moi. Mm-hmm. OK. Et on aura l'occasion au cours de l'émission de l'écouter, nous le lire, nous le présenter. Hein. C'est bien la moindre des choses pour lui rendre hommage à cette belle femme, Maggie, qui a été ta compagne toute sa vie. Et elle savait très bien, quand elle était pour mourir, où, quand, comment et pourquoi. Et le pourquoi, c'est souvent ça qui dérange. On se demande pourquoi on pense au suicide, on pense à un accident, mais ça, pourquoi, on se demande des fois pourquoi les 2 enfants de 4 ans ont été tués en pleine jeunesse, en plein début de vie. Ils n'ont pas eu le temps de vivre quoi que ce soit, ils sont morts. Puis les parents, ça doit être un drame épouvantable. J'espère qu'ils ont d'autres enfants pour donner de l'amour encore, parce que c'est terrible. Mais là, j'aimerais que, si tu es d'accord, on va écouter Maggie, parce que tu m'as téléphoné en me disant, puis Marguerite et toi, je vous connais depuis 1976. Oui. Puis tu m'as appelé, c'est très très rare que tu m'as téléphoné ou qu'on s'est parlé durant toutes ces années-là. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque chose de spécial. Ben, tu m'as dit oui, elle a quelque chose à... Je l'enregistre, tu vas l'entendre. Je lui ai parlé au téléphone un petit peu avant qu'on fasse l'enregistrement, et tu t'es occupé de faire l'enregistrement avec ton téléphone. Alors, on va écouter Maggie. Ça va nous mettre un peu... D'abord, on va savoir de qui on parle, là. On écoute? Allons-y. Bonjour, j'aimerais vous présenter ma merveilleuse femme, Marguerite. Alias Margot. Alias Margot. C'est quoi ce changement de nom-là? C'est quand tu m'as connu, je m'appelais Margot, parce que j'avais pas le choix dans ma vie, tout le monde m'appelait Margot. Mais je détestais ça. Fait que c'est pour ça qu'avec les années, j'ai repris mon nom original, Marguerite. Ça fait moins 3e Reich, plus délicat. Puis Margot... Margot, ça a commencé surtout avec toi et Richard Glenn, dans les années 76 environ. Ouais. Je venais de m'acheter une maison à Saint-Hubert, puis je regardais la télévision communautaire, Canal 9, puis tu faisais des émissions sur les extraterrestres avec Richard Glenn vers la fin, et lui a repris ça pour faire l'ésotérisme expérimental. Donc, à toutes les semaines, je vous téléphonais, puis je vous donnais mon opinion sur les sujets que vous parliez, etc. Et je vous parle aujourd'hui, je vous dis, j'ai 71 ans, je suis en phase terminale de cancer. Là, je vous le dis avec un sourire, parce que bon, je sais pas s'il y en a beaucoup comme dans mon cas. Je suis certainement pas tout seul, mais j'ai pas peur de la mort. Je déteste ce mot-là, je préfère dire, moi je pars en voyage et je retourne sur mon plan. Puis il est temps, parce que la planète Terre, c'est une planète expérimentale où tu es venu ici pour apprendre et souffrir. Souffrir, je suis plus capable, c'est fini. Donc, j'ai demandé l'aide médicale à mourir. Je vais essayer, moi, tout faire, en tout cas, pour la faire la journée de ma fête, le 9 février. Comme ça, j'ai choisi de vivre ma mort toute ma vie, depuis le 9 février 51. Maintenant, je vais choisir de vivre ma vie à partir de 2023. Quand tu dis ça te fait pas peur la mort,
t'es consciente que tu vas tout simplement continuer à transférer de plans? Je continue sur d'autres plans. OK. Mais c'est pas la fin ici, c'est la fin de la souffrance. Puis quand tu te dis tu continues sur d'autres plans, dans le fond, c'est que tu continues à aller, tu vas aller simplement sur ton plan. Je peux pas donner d'informations, ils m'en donnent pas d'informations. OK. Mais je sais que c'est pas la fin pour moi ici, c'est le début. Mais c'est peut-être une continuité aussi, si je vais d'après mon feeling. Donc, c'est une continuité. À ce moment-là, je m'en vais sur la planète que j'étais avant de venir ici, avec un corps physique, matériel, animal. Parce que c'est le seul plan qu'on a vraiment un corps animal. Les autres, c'est tous des corps chimiques. Donc, à ce moment-là, tu souffres pas physiquement. Mais ici, tu as des choses à intégrer, à apprendre, puis un jour, il faut que tu fusionnes avec ta lumière, avec ton esprit. Je sais que je vais le faire, mais pas sur le plan matériel. Mais je suis venu chercher toutes les armes d'un samouraï pour pouvoir continuer à me battre sur les autres plans pour une humanité libérée de toutes les forces mensongères de l'astral. Fait que je suis venu derrière l'autre bord, mais je me suis battu dans ce plan ici jusqu'au bout. Est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment où l'être humain est capable de lui-même se saborder? Ben oui, comme vous voyez, c'était bien clair, mais j'ai osé ajouter ceci dans la même émission qui était dans le club créé du Vidéolandia numéro, où j'avais reçu M. Marc Lapelle, et là, je pense que j'avais dérapé un peu, c'était maladroit d'aller aborder ce que vous allez entendre. Écoutons ça en même temps. Pour dire, je suis un peu comme un robot qui dirait, moi là, je voudrais être encore plus perfectionné. Puis comme il réussit à comprendre qu'il n'est pas très compétent, parce qu'il y a des limites là, des limites là, des limites là, il s'auto-mutile ou il s'auto-saborde. Il tire la plug lui-même, là, il se débranche lui-même, le robot qui serait rendu à cet état de conscience. Oui, je pense que c'était maladroit, effectivement, d'aborder les maladies mentales, la démence, les déprimés, les suicidaires, après qu'on avait entendu le témoignage de Maggie. Alors, je pense que c'est pour ça, Pierre, tu m'as appelé en me disant, écoute, faut pas penser qu'elle était suicidaire, etc., etc. Elle avait, semble-t-il, toute sa tête, une conscience exceptionnelle. Explique-nous dans quelles conditions, dans quelles circonstances elle a su où, quand, comment, pourquoi elle mourrait. C'est sûr que dès le départ, Maggie avait une très grande joie de vivre. Si sa santé elle était bonne, c'est pas à cause des événements du 24 février qu'elle aurait voulu passer effectivement de l'autre côté, loin de là. Disons que ce qui est arrivé, c'est que Marguerite, elle a eu une grosse grippe que moi j'ai apportée de mon travail. Et suite à ça, finalement, le médecin il a donné des antibiotiques une fois. Après 10 jours, finalement, ça passait pas. Ils ont donné 2 fois des antibiotiques. Là, après ça, elle retourne voir le médecin une 3e fois. Là, finalement, une 4e fois, j'ai dit, ben là, écoutez, là, il va falloir qu'on diagnostique un petit peu plus loin, là, pour voir qu'est-ce qu'elle a. Ils ont décidé d'y passer une radiographie et puis ils ont découvert que finalement, elle avait des ganglions au niveau des poumons. Oh. Et là, ils ont dit, OK, on va vous faire passer un scan. Ils ont vu qu'il y avait des petits filaments sur le foie. Ils ont dit, ben là, c'est pas assez clair. Il va falloir aussi qu'on fasse passer un IRM. Mais tout ça, c'est long, hein. Je veux dire, tu sais, quand les médecins voient de quoi, puis les rendez-vous, ça peut prendre 2 semaines, puis après ça, une autre 2 semaines, puis c'est long. Et finalement, ils ont passé le fameux IRM, ils ont vu qu'effectivement, elle avait des métastases sur le foie. Et puis, ils ont dit que c'était finalement très progressif. Et puis, possiblement cancer des os aussi. C'est ça qui en qui a l'espace fait de quelques mois, c'est presque un cancer fulgurant, ça. Absolument, parce que Maggie, il y a 4 mois,
elle dansait, tu sais, ça allait super bien, là, ça s'est fait très, très rapidement. Même les gens dans notre entourage ont été très étonnés, là. Et malgré tout ça, alors que d'autres seraient perdus, désespérés, se lanceraient ses murs, pleureraient tout le temps, elle a gardé toute sa tête. Elle est devenue hyper consciente de l'événement. Elle a pris le contrôle de sa vie et de sa mort. Comment c'est possible? C'est sûr que, tu sais, elle avait décidé de mourir le 9 février. Et finalement, le 9 février, c'est son anniversaire. Puis c'est aujourd'hui qu'on enregistre cette émission-là. Oui, il y a 2 jours. Mais écoute donc, elle voulait mourir le jour de sa naissance. Oui, absolument. C'est incroyable. Oui, le jour de ma naissance, ça va être la journée de ma mort, mais ça va être aussi la journée de ma vie. De sa nouvelle naissance de l'autre côté, sa renaissance. Absolument, absolument. Oh my, ouais. Ouais. Mais c'est sûr qu'elle était très, très lucide. Elle avait une très grande force à l'intérieur de soi. Tu vois, la vidéo qu'on a entendue tantôt, c'est là qu'on voit aussi que elle avait aucune peur. Tu sais, pour elle, là, jusqu'à la fin, je me souviens très bien, même le dimanche, avant son décès, qui était le lundi, elle est décédée lundi, le 30 janvier. À l'hôpital. Et, à l'hôpital. Okay. Et entourée de gardes-malades, de médecins, de toiles. Absolument. Ah oui, c'est vraiment une mort sous contrôle, on peut le dire. Ce qu'on appelle l'aide à mourir dans la dignité. Oui. Dans la dignité, puis je lui demandais cette journée-là, est-ce que tu as peur? Maggie dit, non, absolument pas. Jusqu'à la dernière minute, elle était comme ça. Jusqu'à la dernière minute, puis ce qu'elle voulait aussi, c'est d'avoir toute sa tête lorsqu'elle va passer de l'autre côté. Ça, pour elle, c'était super important. Explique-nous comment ça se passe rapidement, là, mais comment ça se passe? Est-ce que moi, j'ai fait mourir mon chien, mon chat? Est-ce que c'est à peu près la même chose, une piqûre, puis elle s'endort, puis après ça, ils vont aller jusqu'au bout en faisant arrêter le cœur de battre, puis là, c'est la fin. Disons que T'étais là. Oui, j'étais là tout le temps. J'étais là tout le temps. Okay. Puis j'ai énormément de respect pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ont vécu cette expérience-là d'accompagner quelqu'un au dernier souffle. Ouais. Parce que effectivement, ça prend énormément de courage, là. Et la façon que ça s'est produit, c'est que les médecins finalement expliquent, le médecin qui est là pour la fin de vie, explique tout le procédé au complet, comment ça doit se terminer. Et c'est ça. Disons que à chaque jour qu'il était à l'hôpital, ben c'est sûr qu'à un moment donné, la souffrance, ça devient tellement grande qu'on est obligé de lui donner de la morphine. Mais c'est sûr que Richard, il y a 2 façons, là. Il y a les gens qui décident de mourir avec de la morphine, puis d'autres médicaments qui font en sorte qu'à un moment donné, ces gens-là s'éteignent. Tandis que l'aide à mourir, ben ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne la morphine, sauf qu'on va lui donner la morphine à tous les 4 heures. Après que l'effet diminue, elle revient parfaitement bien à elle, ou ce qu'elle m'a fait des conférences, ou ce qu'on a ri, on a eu énormément de plaisir. Là, ça, c'était le dimanche. Ça, c'était le dimanche, la veille. Ben, tout le temps, là, mettons. Parce qu'elle est décédée le lundi matin vers 10 heures. Elle est rentrée, mais sauf qu'elle est rentrée, mettons, style les mercredis à l'hôpital, là. OK. Et puis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à lundi. Et finalement, ben là, la morphine, à un moment donné, les douleurs deviennent de plus en plus intenses parce que le corps, finalement, à cause du cancer, il y a beaucoup de réactions. Et finalement, là, on lui donne la morphine à tous les 3 heures. Après ça, on lui donne la morphine à tous les 2 heures. Et Marguerite, quand même, revenait. Puis moi, je voulais savoir si, finalement, elle gardait toujours sa tête, parce que pour elle, c'était primordial de pouvoir garder sa tête. Et finalement, juste avant que le médecin y vienne, ce lundi-là, à 10 heures du matin, 5 minutes avant, je dis à Marguerite, est-ce que tu veux que je t'essuie le front? Puis j'ai dit, si tu veux que je t'essuie le front, sors ta langue. Elle me sort la langue, là. J'ai dit, si tu veux que je te tienne la main, j'ai dit, sors-moi la langue, là. Tu sais, elle me sort la langue. À ce moment-là, j'étais très, très conscient qu'elle était là.
Puis pour elle, c'était super important que quand je vais traverser l'autre côté, moi, je veux pas me diriger dans la lumière astrale où ce que habituellement les gens inconscients vont, là, tu sais. Oui. Elle avait déjà un plan très planifié en s'en allant dans le sud, en s'en allant dans une autre direction, revenir finalement d'où elle venait. Parce que Marguerite, c'est le genre de personne que quand elle était petite, vers les 5 ans, elle voyait une roche à terre, elle regardait la roche, puis elle la trouvait fade, puis elle y mettait de la peinture dessus, puis elle se demandait s'il y avait une âme. Quand elle regardait les voitures à l'extérieur, elle comprenait pas que c'était pas sur un plat, que les voitures flottaient pas, que les maisons c'était toutes carrées, pour elle c'était tout rond. Tu sais, elle faisait énormément de rêves, ces extraterrestres. Ça a toujours été une fille qui a été comme ouverte. Sa mère, elle avait vu des ovnis lorsque Marguerite était très petite. Puis ça, ça l'avait marqué. Puis naturellement, sa mère faisait rire énormément d'elle, de son entourage. Puis Marguerite la croyait. Tu sais, elle dit, si maman l'a vu, ça veut dire que c'est vrai. Et puis sa mère avait des livres sur Rampa. Tu sais, je me souviens plus c'est quoi exactement le prénom de Rampa. Lobsang. Toi qui connais tout ça. Lobsang Rampa. Là, je t'entends plus, Richard. Oui. Lobsang Rampa. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, Jules Verne, puis Marguerite, ses premières lectures ont été ça. Puis elle était déjà marquée d'avoir une ouverture, tu sais, Oui. commencer à faire de la poésie à partir de l'âge de 14 ans. Ah oui. Ben écoute, on va l'écouter nous lire son poème qu'elle a fait. Et ça nous montre à quel état d'esprit elle était. Vous allez entendre Marguerite nous lire son poème dans son lit d'hôpital. Évidemment, il y a un bruit là, de ventilation dans l'hôpital, mais il n'y a pas trop de bruit de va-et-vient à l'hôpital. Alors, on écoute Marguerite. C'était vraiment son dernier enregistrement, ou presque, parmi nous. On écoute Marguerite. OK. Bonjour à tous. Je voulais vous lire un poème que j'ai écrit en 1982 et qui s'intitule « L'ultime moi ». Ô toi, être de lumière qui fait partie de moi, comment puis-je intelligemment penser être séparé de toi? De toutes les particules de l'univers, de la matière à l'antimatière, je suis une cellule infinie sortie des plus lointaines galaxies. Je ne fais point partie du temps, je suis le créé dans l'incréé. Je suis au travers de toi, le spermatozoïde gigantesque. Aussi petit me sentais-je dans la chair, aussi grande me sais-je dans cet ultime moi. Il n'y a ni division, ni scission dans cet ultime moi, car il est le triangle de l'évolution. Je ne suis ni mâle ni femelle, mais tout à la fois créature et créateur. Peut-on donner un nom à cette vibration, sinon celui d'évolution? Dans cette forme matérielle que je nomme chair humaine, il y a 7 êtres que je ne puis diviser de moi, et que je nomme ultime moi. Et je proclame de ce fait le créé dans l'incréé. Merci. Ça, c'était dans son lit d'hôpital où elle est décédée. Oui, absolument. Oui. Je te dirais, c'est possiblement le dimanche. Là. Ouais. Ce qui est, ça, c'était la veille de son décès. Ah, oui, Okay. oui. Bon. Est-ce que le médecin, jusqu'à la dernière minute, les infirmières et tout ça, réalisaient qu'ils avaient affaire à une femme exceptionnelle, une femme qui est toute sa tête consciente? Écoute, quand la travailleuse sociale est arrivée, parce qu'on avait déjà eu un contact avec la travailleuse sociale avant, là, quand même, Oui. et quand elle est arrivée dans la chambre, parce que nous, c'est le lundi, c'est sûr que moi, personnellement, je dirais aux gens que si vous faites l'aide à mourir, faites-les un mardi, mercredi, jeudi ou un vendredi. Parce que naturellement, le samedi, dimanche, la travailleuse sociale n'était pas là. Puis les médecins, souvent, sont pas là. Ça se fait par téléphone. Puis souvent, on a besoin d'être accompagné, tu sais. On a besoin d'ajuster certaines choses aussi. Ben oui. Il était pas là.
Puis la travailleuse sociale, naturellement, a beaucoup aimé Marguerite. Ils ont eu des échanges incroyables. La travailleuse sociale a conté sa vie à Marguerite, tu sais. Et finalement, quand elle est revenue dans la chambre le fameux lundi matin, elle lui a dit Marguerite, j'ai pensé à vous toute la fin de semaine. Puis lorsqu'elle y parlait, elle se revirait de bord, puis elle allait vers la fenêtre, mais tu voyais qu'elle pleurait. Ben oui, incroyable. C'est sûr que les médecins, vu son attitude qu'elle avait, parce que, tu sais, elle, c'était définitif, là, puis ils sentaient, parce qu'ils sont obligés de lui poser la question. Il y a 2 médecins qui lui posent la question. Il y a la travailleuse sociale qui le demande pour être certain et vérifier à savoir c'est quoi la si question? Vraiment... C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que vous voulez vraiment avoir l'aide à mourir? Et puis après ça, tu vois un premier médecin qui demande la question, une évaluation, et après ça, il y a un autre médecin qui revient pour reposer la question. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes finalement dans le processus qui disent oui, effectivement, on lui donne l'aide à mourir. Puis il y a trois règles. La première règle, c'est qu'il faut que tu sois capable de remplir le papier, de signer le papier, comme quoi que tu acceptes l'aide à mourir. Oh, c'est elle-même qui signe. Ah, absolument, okay. C'est une des règles. La deuxième règle, c'est d'avoir toute ta tête. Tu sais, que tu sois intelligent, là, que... Oui, c'est ça. Ça, c'est super important. Et le troisième, c'est que, vu ton état physique que tu avais avant, ben là, tu es vraiment en perte d'autonomie. Il y a des choses que tu peux plus faire que tu faisais avant. Ben, c'est la troisième règle. Mais Maggie, elle avait tous ces critères-là, finalement, puis ils ont été d'accord du début à la fin, comme quoi qu'effectivement... Oui. Elle pouvait passer de l'autre côté. Là. Et d'ailleurs, il devait changer la loi au mois de mars 2023, là, le 17 mars, là, pour que ça soit très accessible facilement. Mais je pense que ça a été changé, cette loi-là. Oui, ça a été reporté d'un an. Il faut dire qu'actuellement, il faut dire que le gouvernement du Canada est beaucoup plus permissif au niveau de l'aide à mourir que au niveau du Québec. Probablement qu'au Canada, ils ont eu l'histoire de Robert Latimer, où il a été envoyé en prison parce qu'il y avait pas d'aide à mourir dans ce temps-là au Canada. Puis finalement, sa fille, ça faisait 3 fois qu'il essayait, mais il était pas capable. Il pleurait, puis il allait la chercher, il la serrait dans ses bras, il l'aimait, c'est sa propre fille. Il était rendu à 12-13 ans, puis elle souffrait de plein de problèmes de santé, de corps, de tout. Et la dernière fois, il l'a laissé dans la grange avec le moteur de l'automobile en marche dans une automobile, et elle est décédée, asphyxiée par le monoxyde de carbone. Et il a avoué tout de suite que c'est lui qui l'avait fait par amour de sa fille. Et il dit, elle m'a regardé avec des yeux en voulant dire, papa, viens pas me chercher, laisse-moi mourir. Il dit, je peux pas faire autrement. Mais il a été envoyé en prison parce que c'était pas la loi. Maintenant, ça a changé, puis probablement que le fédéral a compris qu'il avait été un peu pas mal fort, là, parce que dans les conditions de souffrance de sa fille, qui criait, mais continuellement, toutes les heures, elle avait des cris, c'était des douleurs, puis c'était effrayant. Alors écoute, tu sais, il y a des gens qui prennent des décisions pour tout le monde, puis ça devrait être du cas par cas, vraiment particulier. Et dans le cas de Marguerite, moi je dois dire, même Marc Lapelle, quand il a vu son témoignage à l'émission dans le Club Créé il y a 2 semaines, il dit, mon Dieu, ça parlait d'une femme qui est en phase terminale de cancer, c'est incroyable. Moi, Marguerite, pendant 3 jours de temps, elle était très, très présente, tu sais. Écoute, on communiquait, elle était vraiment très, très présente. À un moment donné, il y a un de mes amis qui vient, qui est un voisin, puis je lui disais, ben prends-moi pas pour un fou, parce que je communiquais constamment avec elle. Mais je lui ai dit, après 3 jours, je vais redevenir normal. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours comme un temps de 3 à 5 jours. Dans le cas de Marguerite, après 3 jours, je savais que je la sentais plus, elle était plus présente, elle était déjà partie. Puis pour elle, c'était super important qu'à partir du moment que je pars, retenez-moi pas ici, là. Laissez-moi partir. Est-ce que c'est fait enterrer ou est-ce que c'est fait incinérer? Incinérer. As-tu été chercher des cendres? Ouais, ben je t'en parlerai peut-être un peu tantôt parce qu'on n'a pas fait encore
le lien finalement avec Bernard de Montréal, parce que tu sais, il y a des choses finalement que non, je on va voulais en parler après. Là, je voulais finir le dossier Marguerite, puis après ça, on va faire une pause, puis on va parler de pourquoi elle avait cette mentalité-là, cette ouverture d'esprit, elle l'avait naturellement, mais ça, on en parlera de Bernard qui a eu une influence importante sur toi, sur elle aussi. Ouais. Absolument. Mais juste pour revenir au fait que j'étais beaucoup en communication avec elle, c'est que c'est sûr que moi, le deuil, je l'ai vécu pendant 24 heures. Je vais te dire, les gens vont peut-être dire, ouais, c'est pas un gros deuil, 24 heures, mais vous allez comprendre aussi pourquoi un petit peu plus tard dans l'émission. Mais c'est sûr que en étant en contact avec Marguerite, à un moment donné, le lendemain à 10 heures, parce que la journée de sa mort qui était le lundi à 10 heures, le mardi à 10 heures, à un moment donné, j'ai eu un point au cœur. Puis à partir de là, j'étais me coucher dans le lit. Puis ça faisait, je te mens pas, là, ça faisait comme 3-4 mois là que j'avais pas pris le temps de relaxer vraiment. Et même quand je dormais, j'étais toujours inquiète un peu à voir que Marguerite, finalement, elle souffrait, ça me réveillait, tu sais, ou elle toussait, ça me réveillait. Et finalement, je me suis comme étendu. Puis un de mes chats est venu se coucher juste à côté de moi. Puis il m'a transmis ses 4 pattes sur mon bras. Puis là, je sentais toute l'énergie de mon chat. Et mon deuxième chat, j'ai 2 chats, qui est venu se coucher sur mon ventre. Puis là, j'ai dit à Marguerite, j'ai dit, ben là, il manque juste toi, tu sais, viens-t'en avec nous autres. Puis là, au bout de quelques minutes, j'entends Marguerite me dire, là, t'as fini là d'avoir de la peine puis de souffrir. Tu sais, là, il va falloir que tu aies un petit contrôle sur toi. Là, tu es en train de te faire manipuler, tu es en train de te faire astraliser, mon Pierre. Oh. Moi, je suis bien, j'ai plus de corps, je suis parfaitement bien où ce que je suis. Là, maintenant, là, je change ta façon de voir les choses. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si, à quelque part, j'ai complètement embarqué à l'intérieur de moi-même avec mon esprit. Puis à partir de là, ben écoute, ça va super bien. Là. Ça va bien. Ouais, c'est quelque chose. Alors, parle-nous de la récupération des cendres avant qu'on parle de Bernard de Montréal là, qui vous a influencé. Ben écoute, là, j'ai récupéré les cendres là 2 jours. Là. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, parce que, tu sais, moi, je les ai récupérés dans une boîte, là, parce que Marguerite a vu que ça soit jeté dans une forêt en particulier, tu sais. Et j'ai récupéré les cendres, et lorsque j'ai eu la boîte sur moi, naturellement, il y a comme une émotion, veut pas qu'il monte, tu sais. Cette émotion-là, quand je l'ai vécue, tout de suite, là, j'étais en contact aussi avec moi-même. Et ça me dit non, là, ce qui est là, dans la boîte, là, c'est pas son âme, c'est pas son esprit, là. Elle est déjà partie, elle est déjà plus là. Mm-hmm. C'est tout simplement son corps qu'on a brûlé, là. À ce moment-là, c'est là que j'ai compris qu'il y a toute une charge au niveau émotif, au niveau mémoriel par rapport à ce que c'est des cendres, là. Tu t'imagines des millions de personnes qui ont été chercher des cendres, comment ils peuvent vivre ça au point de vue émotif. Mais tout de suite, tu sais, j'ai comme transféré ma pensée au niveau du deuxième, puis c'est ce que j'ai eu comme contact, tu sais. À ce moment-là, tout de suite, j'ai arrêté le mouvement. Et c'est puissant, tu sais. L'émotion humaine est très, très puissante pour te faire voir toutes sortes de choses. C'est pas... c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ben, écoute, je te remercie beaucoup de ton témoignage concernant l'aide médicale à mourir dans la dignité. C'est pas tout le monde qui le vit encore. Il y en a beaucoup qui y sont passés, mais très peu s'expriment et expriment les choses. Puis, surtout, très peu ont une personne comme elle, qui est totalement en pleine connaissance, conscience et qui est pas dramatique et puis qui fait pas de dramatique non plus. Là. C'est incroyable. Bien maintenant, on va rencontrer Pierre Paris sous un autre angle. C'est grâce à lui si j'ai fait mes émissions à Vidéotron. Figurez-vous, c'est lui qui avait une émission sur la rive sud de Montréal, à la télévision communautaire, et il y avait une ligne ouverte. Alors moi, j'étais intéressé à communiquer au téléphone parce que son émission était sur un sujet qui me passionne énormément. C'était quoi le titre de ton émission, Pierre? UFO Rive-Sud. UFO Rive-Sud, imagine-toi donc, regarde, je suis accompagné de mon extraterrestre là-bas, là. Alors oui, j'intervenais, je passais des commentaires, et finalement, de fil en aiguille, un jour, tu m'as invité en studio, j'ai été,
Puis là, je voyais bien que j'avais une aptitude pour répondre aux questions, puis m'occuper de la caméra, puis de parler au monde, tu sais. Fait que je me suis dit, c'est toi qui as dit, écoute, veux-tu prendre ma place? Rendu au mois de décembre 1976, j'ai embarqué dans tes bottines et j'ai continué. J'ai tout de suite pris le nom de l'émission, c'était Ésotérisme expérimental, avec le thème musical habituel qu'on a eu durant toutes les années du câble et maintenant un peu sur Internet. Mais à cause des droits d'auteur, on peut plus faire entendre la musique au complet. Juste 8 secondes maximum. Alors, Pierre, pourquoi tu étais intéressé par ce sujet-là d'abord, UFO Rive-Sud? Ben, c'est sûr que quand j'étais jeune, j'avais vu un phénomène lumineux dans le ciel qui se déplaçait bien bizarrement. Okay. À ce moment-là, tout de suite là, j'ai comme eu une ouverture, tu sais. Puis suite à ça, c'est que je me suis intéressé aux extraterrestres. Et là, je ramassais toutes les revues, tous les documents qui pouvaient exister sur les extraterrestres. Puis j'avais eu l'opportunité de faire des émissions au câble. Là, tu sais, n'importe qui pouvait aller faire des émissions au câble communautaire. Dans le temps, au communautaire. Finalement, je me suis dit, je vais aller faire des émissions sur les extraterrestres puisque ça me passionnait. C'est un peu les réseaux sociaux avant l'époque, hein? André Chagnon, le grand patron de Vidéotron, lui avait l'idée, il avait appelé ça les cubicules. Un petit endroit avec une caméra, puis les gens pouvaient s'exprimer, puis parler à tout le monde, puis tout le monde pouvait répondre, puis faire des lignes ouvertes. C'était les réseaux sociaux avant tout le monde. Moi, j'ai commencé, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est la place, on va rejoindre tout le monde, puis les gens qui sont mal pris avec le paranormal, ils savent pas trop, ils vont être passés pour des fous. Au début, là, les gens étaient pas gênés de donner leur nom. Non. Pour parler, moi je m'appelle un tel, madame une telle, puis oui, j'ai vu à telle date, à telle heure, il s'est passé telle chose dans le ciel, j'ai vu ça, l'autre était couché dans sa chambre à Saint-Lambert, elle dit, j'ai aperçu de la lumière dehors, une lumière blanche, verdâtre, puis elle dit, il y a un rayon de lumière qui a tourné, qui est venu vers moi, qui a reculé, qui a tourné, tu sais, un rayon de lumière qui change à 90 degrés, c'est incroyable, là, des témoignages qui étaient vrais, puis il n'y avait pas beaucoup de drogue dans ce temps-là comme aujourd'hui. Alors, puis je me souviens très bien, Richard, que tu m'avais dit que les extraterrestres, parce que tu as eu un contact avec les extraterrestres dans ton jeune mon âge, enfance, oui. Dans ton enfance. Puis les extraterrestres t'avaient dit dans le temps que tu étais pour rencontrer un jeune homme de 16 ans en 1976 et son téléphone c'était 1976. Et tu m'as rencontré effectivement en 1976. J'avais 16 ans. Et mon numéro de téléphone, dans le temps, c'était 677-1976. Puis en 1976, c'était la naissance de Spiral. Imagine-toi. Ouais. Et je l'ai rencontré dans une salle de conférence de Bernard de Montréal, alors qu'elle était toute jeune, avec 14 ans, puis elle m'a fait signer un autographe, j'y ai signé, puis ils m'ont dit dans ma tête, un jour tu vas vivre avec. Avec Geneviève? Oui, je l'ai regardé, j'ai reculé, j'étais sur le stage, puis j'étais sur le choc. J'étais bien trop jeune, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mais elle a vieilli, hein, puis elle s'est intéressée à tout ça, puis énormément. Un jour, elle passera. Ouais, mais toi, de ton côté, on arrive à Bernard de Montréal. D'abord, Maggie, elle m'avait rejoint, comme elle t'avait rejoint à l'époque avec la ligne ouverte, et un jour, c'est elle téléphone sur mon émission, puis elle me dit, Raël, vous parlez de Claude Vorillon, ben, elle avait l'air déjà de savoir de qui on parlait. Ouais, ben c'est sûr que Marguerite, elle nous appelait toutes les semaines à l'émission, soit mon émission, soit ton émission. Elle s'appelait Margot de Saint-Hubert, là. Elle a changé ça pour Maggie ou Marguerite parce que Margot, il y a une vibration là-dedans qu'elle aimait pas. C'est ce qu'elle nous a dit au début de l'émission, ouais. Absolument, parce que les mots. Puis moi, ma formule, c'était de dire aux gens, donnez votre prénom et la ville d'où vous appelez pour faire une communauté. Les gens appelaient de Candiac, appelaient de Sainte-Julie, appelaient de... Alors là, les gens avaient une idée. Ah, OK, c'est quelqu'un d'abord. Fait que ça créait une communauté. On sentait qu'on était une bonne gang là, qui suivait l'ésotérisme expérimental. Puis ton émission au début. Alors, Maggie de Saint-Hubert. Oui. Maggie de Saint-Hubert. Alors, elle connaissait Raël? Elle connaissait Claude Vorillon? Oui, elle connaissait Raël. Ben, disons qu'elle était dans le mouvement raélien pas très, très longtemps. Là. OK. Sauf qu'elle avait tous les contacts qu'il fallait avec les Raéliens. Toi, tu voulais justement faire une émission avec Raël. Et tu avais demandé à Maggie le fait qu'elle était en contact avec Raël,
de voir s'il y avait possibilité qu'il puisse accepter de faire une conférence avec toi. Là. Oui. Et finalement, Maggie l'a reçu à l'aéroport et a demandé à Réal de faire l'émission, puis finalement Réal avait accepté. Et suite à ça, cette fois-là, moi et toi, on avait été enregistrer l'émission. Et la première fois j'ai vu Marguerite, une semaine après ou 2-3 jours après, j'ai dit, écoute, un jour on va être ensemble. Moi, je savais que c'était ma femme. Ouais. Tu sais, et ça fait comme pas loin de 40 ans qu'on est ensemble. Bravo. Ben oui. Et donc, tu me dis, ça n'a pas été tellement long, mais moi, j'ai reçu Bernard de Montréal sur mon émission. Et là, ça a été, je pense, un tournant pour vous deux. Ah, absolument. Tiens, avant d'aller plus loin, Pierre, on va en écouter un extrait juste pour qu'on voit Bernard. La première émission de télévision d'enregistrement de Bernard de Montréal, même avant qu'il fasse des conférences. C'était la première rencontre que j'avais avec lui, avec le public. Je l'avais rencontré en privé avant. Et il est venu s'asseoir en studio. Dès qu'il était assis, tout de suite, il se met à parler. On n'avait même pas eu le temps de finir d'installer un micro qui parlait, puis ça y allait par là. Hein. Écoutez ça. On écoute ça ensemble. Des bons souvenirs. Oui. Dans les studios de Vidéotron en noir et blanc en 1977. Bonne écoute. Le supramental est une dimension cosmique. C'est un mental très personnel qui ajuste les pensées humaines. Maintenant, l'homme, pour le moment, est incapable, parce que le cycle de cette évolution n'a pas commencé, d'organiser son matériel psychologique par lui-même. Lorsque ce travail sera fait, son cerveau, les cellules de son cerveau, seront changées de ton. C'est-à-dire que l'homme pourra entendre des sons au niveau de son cerveau et aussi pourra voir la lumière du supramental par sa vue physique, et ceci lui donnera la possibilité d'entrer en contact physique avec le supramental. Les extraterrestres, est-ce qu'ils sont dans le supramental? Les extraterrestres font partie de la division créative du supramental. Il n'y a aucune différence entre l'homme et les extraterrestres. L'homme est un être en évolution sur une planète physique. Les extraterrestres sont des êtres en évolution sur d'autres planètes physiques, mais aussi sur des plans invisibles. Ce qui fait la confusion concernant les extraterrestres, c'est que l'homme, aujourd'hui, ne connaît pas la nature de l'infinité. Lorsque les changements vibratoires au niveau de son cerveau seront faits, l'homme pourra comprendre exactement la dimension psychologique des extraterrestres, comme l'homme connaît la dimension psychologique de l'homme. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans la confrontation des idées cosmiques. Les idées cosmiques sont pluralistiques, dans ce sens qu'elles viennent de différents plans et qu'elles affectent l'homme sur le plan vibratoire de son intelligence. L'homme, naturellement, ayant un intellect qui est conditionné par son corps astral, qui est le véhicule lui permettant d'avoir contact avec la forme matérielle, ne peut pas facilement engendrer les ondes nécessaires pour comprendre la pensée interne de son atome mental. Et à cause de ça, il lui devient presque impossible de pouvoir juger avec ce qu'on appellerait concurrence la validité de tout ce qui provient du cosmos. Je vous donne un exemple. Si une civilisation supérieure entre en contact physique avec l'homme, par vibration, ils transmettent, eux, le psychisme collectif humain qui est individualisé dans les neurones de l'homme, qui sont directement attachés à sa mémoire cosmique, dont il n'a aucune prise de conscience, et ils peuvent facilement créer dans son mental inférieur des modèles de temps qui deviennent pour lui de la connaissance. La connaissance est une illusion. L'homme ne peut pas comprendre ça encore parce que l'homme pense. Tant que l'homme pense, il est sujet aux influences de ces modèles de temps et il ne peut pas lui-même travailler avec ces modèles de temps. Quand je dis que la connaissance est une illusion, je ne dis pas que la connaissance n'a pas une valeur psychologique sur le plan humain. Par exemple, on a sur la Terre la science physique.
dans le fond de la réalité psychologique universelle, il n'y a pas de science sur la Terre encore. Il y a une forme de science. Et cette forme de science provient du fait que l'homme, à cause de son corps astral et à cause de sa faculté de penser, qui est une vibration inférieure ou supplémentaire, peut facilement corriger les erreurs de la nature et éventuellement arriver à des conclusions pour une projection supérieure de ce développement-là. C'est ça qui a permis le développement de la science. Dans le 21e siècle, l'homme n'aura pas à étudier pour connaître. Il se servira de son cerveau éthérique. Et ce cerveau éthérique-là commandera directement au cerveau physique. Et c'est de là que la science viendra sur la planète. Maintenant, c'est évident que les extraterrestres sont en avance sur l'homme depuis des milliers d'années, parce qu'ils ont compris depuis longtemps la nature même de la connaissance. Si les extraterrestres communiquent par télépathie, ce n'est pas pour rien. Quand on communique par télépathie, on ne communique pas des idées, on communique de l'énergie. L'énergie, elle, éventuellement, devient programmée et elle sert d'enregistrement dans le corps mental inférieur. Tant que l'homme ne peut pas communiquer par télépathie, il est incapable de communiquer la nature même de la réalité. Parce que la nature de la réalité se cache derrière la forme. La forme est une collision d'idées, la forme est une programmation d'idées, et elle sert simplement à permettre le début d'une évolution cérébrale chez les planètes, dans les planètes, afin d'éventuellement amener les êtres en évolution à la connaissance de l'infinité. Autrement dit, je dirais que la forme et l'infinité sont frères et sœurs. Cette fois-là que tu avais annoncé, justement, tu étais pour avoir quelqu'un d'assez spécial à ton émission. Oui. Marguerite chez eux, moi chez nous, on a écouté l'émission. Et suite à ça, quand on a vu Bernard de Montréal, ça correspondait exactement à ce que nous, on recherchait. Ça venait comme confirmer, dans le fond, ce qu'on savait déjà, vibratoirement, tu sais. Mais effectivement, suite à ça, on a décidé d'aller faire un séminaire avec Bernard de Montréal, tous les deux. On était ensemble, on a fait notre séminaire avec Bernard. Oui. Et un séminaire, ça veut dire une fin de semaine, 2-3 jours, là, vendredi, samedi, dimanche? C'était plus, je pense, le samedi-dimanche. C'était 2 jours, là, où c'était finalement du matin au soir. C'était dans un hôtel, je pense que c'était au Alpine Inn, là, à Sainte-Marguerite, Marguerite, on parle de Maggie. Oui. Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Et puis, c'était un hôtel, alors les gens arrivaient souvent le vendredi soir, ils couchaient, pour être là le lendemain matin, parce que ça commençait le matin, là. Et qu'est-ce qui se passait dans un séminaire? Est-ce que Bernard arrivait une fois de temps en temps pour parler, ou il vous entretenait tout le temps? Non, on a fait notre séminaire en 1981, moi et Marguerite. Disons que c'est sûr que Bernard, il y avait la possibilité de pouvoir s'adresser à plusieurs personnes plus directement que finalement, quand on écoute devant des conférences. 500-600 personnes comme moi au cégep. C'est ça, c'était plus direct. Moi, je me souviens très bien dans mon séminaire, pendant tout le séminaire au complet, il me demandait, demande-y donc aux autres en haut, là, tu sais, ça a été ça tout le séminaire au complet. Ah oui, quand il posait une question, il disait, arrête de poser des questions, demande-leur puis ils vont te répondre, écoute. Absolument. C'est ça, je sais, à partir de ce moment-là, Richard, je vais te dire qu'à chaque fois que j'allais dans les conférences de Bernard, moi, je lui posais des questions, puis Bernard me disait tout le temps, non, pose-moi une question, parce que pour moi, c'était une question, mais pour lui, c'était comme un échange qu'on avait. Puis il me disait, Pierre, si tu veux qu'on aille prendre un café, qu'on jase ensemble, il n'y a pas de problème, mais pose-moi des questions pour que ça sert à tout le monde. Et pourtant, pendant des années au complet, j'ai toujours eu la même façon de l'aborder en conférence sans jamais poser de questions. Puis les gens qui ont fait des séminaires vont s'en rappeler, j'ai jamais été capable de poser des questions. C'était des dialogues. Je me branchais sur son énergie, puis moi, je continuais. Wow, OK. Puis Marguerite, elle, comment réagissait devant Bernard? C'était comme neutre, là, tu sais, il y avait pas de non, même que souvent elle était à l'aise. Je me souviens qu'une fois elle avait donné, Marguerite son père fumait des Exporté Plain à Marguerite,
Et finalement, son père était décédé, puis il avait un paquet de cigarettes, puis elle avait comme donné à Bernard, puis Bernard avait dit, ben pourquoi tu me donnes ça, tu sais? Puis Marguerite m'a dit, parce que mon père fumait ça, puis c'est plein, puis je sais que tu fumes ça, tu sais. Ben oui, il fumait ça, exactement, des exportés, puis il buvait du coke. Ouais, des exportés pleins, pas de bout. Ah oui, c'est ça. Imagine, toi. Il y a des gens qui l'adulaient, il y a des gens qui en tremblaient d'être proche de Bernard, il était tellement impressionné, puis c'était étrange, mais vous autres, vous étiez à l'aise quand même avec lui. Il devait aimer ça. Absolument. Ouais, c'est sûr que Bernard, il aimait les gens qui... Il voulait pas avoir personne qui l'adulait, là, tu sais. Ça, pour lui, c'était super important, là. Pas question d'aduler, là. On est tous individuels, là. On a tous la même conscience, là. Mais là, t'es devenu de plus en plus, j'allais dire, pas intime dans l'intimité. Il y a Donald Moses, que t'as bien connu aussi, j'imagine. Absolument. Lui, c'était son bras droit, là, dans tout le temps, là. Mais t'as travaillé avec Bernard de Montréal dans Roche Sauvage. Roche Sauvage, c'était en Haïti. C'était comme un club med. Absolument, c'est un club med. Moi, je suis parti avec Marguerite pendant 1 an. Mon travail à moi, c'était de m'occuper des Haïtiens là-bas, de les former au niveau de la restauration. Puis après ça, Marguerite, elle, c'était chef cuisinière, là. OK. C'est sûr qu'on a vécu, pas quand Bernard il était là, une certaine proximité avec Bernard, là. On a vécu plusieurs expériences aussi, là, qui étaient intéressantes, là. Ça a été toute une époque, hein, Bernard de Montréal. Ah, toute une époque. Oui. C'est un gars qui était simple. Faut dire que Bernard, quand il était plugué avec lui, quand l'énergie descendait, c'est là que Bernard, il était Bernard de Montréal, conférencier, mais le reste du temps, il était comme tout le monde. Ah oui, hein, c'est ça. Les gens, ils ont de la misère à imaginer que ça pouvait être un gars comme tout le monde. Il y avait une femme, il y avait une jeune fille, une petite fille qui est devenue une grande dame aujourd'hui. Ouais. Ah oui. On les salue en passant, hein, Pierrette. Et puis, Christine. Christine, sa fille, oui. Ben oui. Mais écoute, Pierre, on va écouter un bout de... Je sais pas si on écoute Bernard de Montréal en premier, puis après on va écouter Marguerite. Qu'est-ce que t'aimes mieux? On termine l'émission avec Marguerite ou on prend Bernard pour terminer l'émission? Parce que dans le club créé, Pierre, dans le club créé, là, je voudrais faire un peu d'échange avec toi. Tu me l'as dit tantôt, tu l'as expliqué à tout le monde. Tu parlais comme si tu étais branché, toi aussi. Alors, j'aimerais ça parler avec un Pierre qui se branche, puis qui tu vas voir, on va se réchauffer. Il y a des sujets qui sont intéressants à traiter d'une manière, parce que moi, là, le supramental, le périsprit, puis tout ce que Bernard disait. As-tu le même vocabulaire que Bernard? Tu parles-tu un peu avec lui? Ce que je peux expliquer là-dedans, c'est que c'est sûr que moi puis Marguerite, on a fait un cheminement à travers tout l'enseignement de Bernard de Montréal. C'est sûr qu'on se prend pas pour Bernard de Montréal, puis on n'est pas un disciple de Bernard de Montréal, loin de là. On est tout simplement des gens qui ont compris certains principes. Le premier principe de ce que Bernard... Garde ça pour tantôt. Garde ça pour... Ben, tu peux le dire vite, là, juste qu'on... Ouais, je vais essayer de le dire vite avant que ça coupe. C'est que le premier principe de Bernard, ce qu'il disait, il disait que l'homme pense pas. Ça, c'est le premier principe de ce que Bernard disait, là, tu sais. Que l'homme... c'est ça qu'il dit. Hein? Et il dit que les pensées qu'il reçoit, il reçoit soit du monde astral ou soit de son intelligence. De son double. Soit de la lumière, soit du double. Tu comprends? Un ou l'autre. Et Marguerite l'avait parfaitement bien compris. Moi, Marguerite, là, aussitôt qu'il arrivait une pensée, elle s'en allait au 2e étage, elle était dans sa tête, puis elle pouvait tout de suite discerner à savoir si ça vient-tu de l'astral ou ça vient du double. À ce moment-là, si ça venait de l'astral, elle avait une volonté de casser ça tout de suite. Elle a un combat. Tu sais, quand Bernard, il dit tailler les forces, là, Maggie, là, a dit ôtez-vous de là, l'autre bord. Tous les raccoins de l'astral, Marguerite les connaissait. Tu pouvais pas la manipuler, Marguerite, là. Il y a rien qui passait. Autant au niveau matériel qu'au niveau de l'occulte. Bon, ben, écoute, Pierre, t'en as assez dit pour dire qu'on va écouter Marguerite maintenant. Absolument. Alors, on écoute maintenant Marguerite. Ah oui, c'est tout. La force que t'as, comment t'as été capable de l'acquérir, cette force-là? En tant qu'humain,
C'est très difficile à expliquer ces affaires-là. Parce que c'est une vibration, parce que c'est une énergie. OK. Parce que c'est pas moi qui décide si je la comprends ou je la comprends pas. C'est qu'elle descend, je la canalise, puis je suis capable d'en parler après. OK. Mais je suis pas capable d'en parler rationnellement pour te faire comprendre. Comme Bernard disait souvent, c'est vibratoire. OK. Si tu cherches à comprendre ces mots, tu comprendras pas tout ce qu'il dit. C'est même pas important. Mais si tu comprends la vibration derrière les mots, là tu peux saisir ce que je parle. Parce que tu sais, tu te dis, bon, mais j'ai pas peur de mourir, ça c'est un fait. Mais je veux dire, tu sais, c'est pas tout le monde qui en arrive à un moment donné dans leur vie quand que la mort arrive, là, de pas vivre de la peur, de la crainte, puis tout ça. Mais tu sais, il a fallu à quelque part que tu puisses l'apprendre, tu sais, ça s'est appris cette affaire-là à quelque part, là. Oui. Hier, quand je me soyais dans les marches pour aller fumer ma petite cigarette, je te le disais, automatiquement, moi, là, je fume ma cigarette, puis là, je parle. OK. Je parle avec mon dos. OK. Ça descend. On m'explique. Je me pogne la peau. Puis c'est comme si j'étais en dehors du corps humain. Puis je me dis, ah, c'est ça, le vieillissement. Je sais pas jusqu'où ça se rend, pis ça, mais froidement. Fait que la mort, ça fait longtemps que j'y pense. Puis dire, c'est quoi la mort? Puis c'est quoi le rapport avec l'esprit et l'intelligence? Pas juste qu'est-ce qu'on va vivre l'autre bord, y a-tu des entités, y a-tu ci, y a-tu ça. Je suis pas dans des questionnements comme ça. Je suis plus dans le questionnement du mensonge cosmique tout le temps. Puis là je dis, bon, c'est quoi la mort? Pourquoi le monde a peur? Surtout depuis une couple de semaines que je vois que le monde ou sont terrorisés à m'entendre parler, ou sont complètement ébahis. Et ils n'ont pas à vivre ni l'un ni l'autre par rapport à moi, parce que c'est ma nature, c'est ça. Ouais. Fait que tout ça, je te dis comment expliquer ce qui est là, ce qui est ça. Ça change pas rien de ce qui se passe. Puis ça, t'es prête, là. Je suis rendu là, j'ai le choix. OK. Si j'ai pas le choix, pourquoi tu fais du cinéma? À moi-même, à tout mon monde. Je vais y passer. Je suis aussi bien de le passer avec ma conscience, mon esprit, puis justement quand je fais physiquement, ou comme hier soir que l'hôpital c'était le bordel puis je pouvais pas dormir, c'est juste là qu'il faut que l'astral, si elle veut passer, il faut que je la contrôle. D'une façon ou d'une autre. Moi, c'était de demander une pilule pour dormir. La minute où je l'ai eue, 3 minutes après, je dormais. 4 heures dans ligne. J'ai réglé mon problème. Mais c'est toujours dans un acte de volonté que tu peux régler un dilemme de même. Si tu fais juste broyer, chialer, ça se réglera pas de ça. L'action. Toujours. Action, volonté. Ben oui. C'est quelqu'un, hein, Marguerite? Ben oui. Alors, elle est toujours là, là. Elle est, comme dirait Pierre au début de l'émission, elle est ailleurs. Et là, ailleurs, comme ils disent dans comment ils appellent ça, là, l'émission américaine, là, X-Files, The truth is out there. Puis on a traduit ça par la vérité est ailleurs. Mais c'est pas ailleurs, out there. Ça veut dire juste là. Tu sais, quand on dit The Big Bad Wolf is out there. Le méchant loup le petit chaperon rouge, he's out there. Out there, ça veut dire juste là, dehors, à côté de la porte, là, tu sais. Bon, ben écoute, parliez-vous comme ça, ensemble, toi puis Marguerite, dans le salon, tu sais? Tout le temps. Tu sais, à travers oui. tout le... Oui, à tout le temps, là, Richard. Bon, on dirait que vous jouez au tennis, au ping-pong, bing, bang, 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 parce que l'information, là... Puis ça n'a pas toujours été le cas, là. Tu sais, ça n'a pas toujours été le cas dans le sens que c'est un processus, tu sais. Okay. C'est un processus dans le sens que, tu sais, à un moment donné, c'est des ajustements, hein. Bon, c'est des ajustements. Puis, ce qui était plus important par rapport à moi, c'est d'être capable de tasser mon ego. Tu sais. Puis, tu sais, pour les hommes, là, c'est ce qui caractérise le plus, c'est l'ego.
Et puis ça, c'est de le tasser, mais Marguerite, elle avait l'art, tu sais, avec les mots. Elle maîtrisait tellement bien le verbe. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, là, mais pour l'être humain mâle, c'est l'ego. Pour l'être humain femelle ou femme, c'est plus l'astral. Ouais, mais l'astral, c'est l'émotion. C'est ça. Alors la femme a plus l'émotion, puis elle peut être jouée dans l'astral, puis il est beau, puis il est fin, puis tu sais, ils vont voter pour un beau gars, tu sais, plus que le gars, lui, il va raisonner son affaire, puis mais il va avoir l'ego, tu sais. Hey, l'ego. Ouais. Ouais, c'est ça qui est. Puis moi, ben, c'est ce que j'ai eu à travailler. L'ego. Bernard me l'a fait travailler en Haïti. On pourra raconter, si tu veux, dans le club privé. T'appelles ça pas bon, club oui, le privé, club créé. Mais, ouais, excuse. Club, regarde, c'est C-R-E, accent aigu, E, ça veut dire Club, Recherche, Études, Ésotérisme expérimental. Hey, c'est bon, c'est toi qui as inventé ça? Ah, ça m'a été donné de l'autre bord, puis je l'ai pris tout de suite. Ça tient dans le contact. Ah oui. Ah, c'est bon. Puis il faut dire Club de recherche et d'études. Club de recherche. Si on est en recherche, c'est spécial. Ça veut dire qu'on se prend pas pour d'autres, puis expérimental. C'est encore dur qu'on pense pas qu'on a toute la vérité, puis il faut, tu sais, c'est ça. Avec Bernard, il y a des gens qui écoutaient Bernard, puis qui comprenaient peut-être pas complètement, puis ils ont pris ça comme, tu sais, quand on a parlé de roche sauvage à Haïti, là, écoute, Pierre, je te le demande, là, mais pour moi, là, ça me fait peur un peu de me dire, c'est comme une secte. Tu sais, il y a eu David Koresh, il y a eu Jim Jones, tu sais, les gens se ramassaient dans des centres fermés, privés, puis à un moment donné, ça dérapait, là, puis ça tournait mal, souvent, oui. Ouais, mais pas avec Bernard, parce que, tu sais, là-bas, la différence, c'est que, tu sais, en Haïti, Club Roche Sauvage, c'était un club où ce qu'on pouvait aller simplement en vacances, là. Nous, on a eu l'opportunité d'aller travailler là-bas. Ben, je veux dire, les gens avaient investi un montant fixe. Il n'y avait pas un montant toutes les semaines à 3 mois, etc., là, tu sais. T'as investi un montant X pour aller passer des vacances là-bas où ce que finalement, cet endroit-là devenait un endroit où ce que les gens pouvaient se reposer. Tandis qu'aujourd'hui, Richard, aller te reposer, là, n'importe où ce que tu vas, il y a un gars qui va arriver avec sa grosse radio, avec la grosse musique, puis t'as pas la paix, là. Tandis que là-bas, moi, il y avait un respect par rapport à ça. Mais il y avait pas de méditation, il y avait pas de cérémonie, il y avait rien de ça. De toute façon, Bernard était contre toute forme de soumission, là, je veux dire, on était totalement libre, là-dedans, là. Le notaire de Bernard de Montréal, qui a été mon notaire pendant un bout de temps, il voulait faire la même chose, mais au Québec, autour d'un lac. Il avait acheté un lac et des montagnes autour du lac pour que ce soit comme une communauté de gens branchés, là, capables d'échanger à un certain haut niveau de communication intellectuelle. Parce que c'est, comme tu dis, tu sais, il y en a d'autres, c'est juste les chars, les pitounes, puis tu sais... C'est ça, absolument, absolument. Alors, est-ce qu'on écoute un peu Bernard de Montréal maintenant qu'on a écouté Maggie? Ben oui. Ce n'est pas parce qu'une personne comme moi peut parler d'une façon très claire sur des sujets très, très occultes qu'une autre personne n'a pas la même intelligence. Elle a la même intelligence, mais elle n'a pas le même taux vibratoire, donc elle ne peut pas rendre. Moi, c'est que j'ai une grande facilité de rendre l'occulte palpable. Mais il y a des gens dans le monde qui ont aussi une faculté de rendre l'occulte. Autrement dit, d'aller dans le monde de l'esprit et de faire sortir des choses du monde de l'esprit. Mais ils n'ont pas la vibration, ils n'ont pas la sensibilité mentale, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, ils n'ont pas souffert ce que j'ai souffert. Mais l'universalité de leur conscience est la même. Donc, on ne peut pas dire, on ne doit pas utiliser le terme maître de main pour pointer tel ou tel individu. Le mot maître, c'est un terme qui s'applique aux hommes qui œuvrent dans le domaine spirituel de l'esprit. Mais les hommes qui œuvreront demain dans le domaine mental de l'esprit ne pourront pas être appelés maîtres. Ils n'aimeront pas ça parce qu'ils sentiront dans cette expression une faiblesse dans la perception généreuse de l'ego conscientisé. Alors, ces gens qui viendront vous rencontrer, ce seront des amis de Bernard de Montréal? Ce sont des amis, des gens... pas des adeptes, pas des disciples? Non. D'ailleurs, moi, vous savez, je vis une vie extrêmement retirée.
Je vis une vie très, très retirée avec ma famille, puis je n'ai aucune... Je souffrirais énormément, moi, d'avoir des gens qui me suivent comme à la queue leu-leu. Je travaille avec des gens d'une façon officielle dans le monde, des gens qui sont dans leur propre sphère, qui sont dans leur propre spécialité, nous échangeons ensemble. Mais d'avoir des gens qui me suivent, là, comme vous avez dans les ashrams, je ne pourrais pas, je suis trop indépendant d'esprit. J'aime faire ce que je veux, aller quand je veux. Je suis un homme qui est trop indépendant dans l'esprit. Je n'aime pas des gens qui me suivent, mais j'aime des gens qui sont suffisamment dans leur esprit pour échanger avec moi, afin qu'ensemble nous puissions faire sortir cette infinité de savoir qui fait partie de la conscience de l'homme. Et le plaisir, il est là, le jeu de l'esprit, il est là. Et c'est là que je compose, et c'est là que je reste. Et peut-être beaucoup découvriront pourquoi, depuis le temps qu'on a perdu Bernard de Montréal de vue, on est quand même encore aujourd'hui capable de dire « je me souviens ». À bientôt, Bernard. À bientôt. Ben oui, j'arrête Bernard maintenant. Écoutez, l'émission achève. On va en parler encore beaucoup dans le Club Créé. L'heure qui vient, là, ça va être réservé aux abonnés du Club Créé, comme on fait toujours. Parce que il y a des choses qu'on n'ose pas dire en grand public, surtout dans un sujet aussi délicat que parler du tabou de la mort. Parler de Bernard de Montréal, qui pour certains, c'est un fou, c'est un hystérique, ou bien non, c'est un gourou. Et tu sais, en plus, tu sais, la conscience, là, c'est individuel. Je veux dire, Bernard, ce qui est venu livrer comme message, je le disais très souvent, vous avez tous exactement la même chose que moi. Lui, c'est une fusion qu'il a vécue, mais on a accès à cette fusion-là, tout le monde aussi. À ce moment-là, je lui disais, regarde, que ce soit Bernard ou que ce soit n'importe qui d'autre, t'as pas à te prosterner, t'as juste à rentrer en contact avec toi. Tu vas avoir les informations comme Bernard Yéza. Lui, c'est sûr, ça a été plus rapide, ça a été fait en 1969, où ce qui a vécu sa fusion, mais c'est là pour l'avenir pour d'autres personnes aussi. Ah oui, c'est ça. Le mot supramental, ça vient pas de Bernard de Montréal. Déjà, non. Louis Rubindo en parlait, puis il disait que dans les années 50-60 était pour apparaître une descente de cette pensée, de cette énergie supramentale. Le mental qui est intellectuel, mais qui va passer à un autre niveau qui est supramental, au-delà du mental, ouais. C'est ça. Absolument. Puis moi, ben, j'ai fait le expérimental. L'extérieur du de périmètre du mental. Quand on est à l'extérieur du périmètre du mental, vous imaginez l'affaire, là? Ça fait pas mal mental, mais loin flyé. Moi, c'était mon anniversaire au début du mois, et j'ai atteint l'âge pour finir de lire les Tintins. 77 ans. Parce qu'on nous dit dans les Tintins, de 7 à 77 ans. Alors, je lirai les Tintins, et le tout premier que j'ai eu à lire, premier livre que j'ai lu de ma vie, là, ça a été Tintin. Oui, mais ça veut dire que tu t'es intéressé à d'autres choses que les extraterrestres, même quand tu étais petit. Puis pourtant, avec Tintin, il n'a pas eu souvent de notion en rapport avec les extraterrestres. Sauf un des derniers de Hergé, qui était Vol 748, là, je ne sais plus trop, là. Je sais pas si tu l'avais vu, là, il y a un Tintin qui s'appelle comme ça. C'est l'histoire d'une soucoupe volante qui passe, etc. Puis, vraiment, ah ouais, Hergé n'a pas passé à côté. Mon père, qui portait les initiales de Hergé, comme moi, Richard Glenn, Hergé, lui avait écrit à Rémi, je me souviens plus de son prénom, mais c'est... Comment? C'est pas Gérard, là. Gérard Rémy, je pense. Mais lui, c'était à l'envers de nous autres. Nous autres, c'est RG. Puis il a pensé que RG avait pris son initiale, puis il avait fait RG, comme nous autres, Richard, Glenn, RG. Non, c'est l'envers. Lui, il avait dit, non, moi, j'ai pris G, R. J'aurais fait Gérard Rémy, mais il aimait mieux prendre RG que Gérard, GR. Mais toujours est-il que on est dans une époque très étrange. On va se reparler la semaine prochaine avec une dame qui est une travailleuse sociale qui, comme par hasard, connaît très bien la fille de Margot. Incroyable. Marguerite. Ben oui. Pas Margot, ça. De Marguerite. Maggie.
Oui, il ne faut pas dire. J'aurais dû écouter l'émission au début mieux que ça. Mais oui. Alors, on va revenir encore sur le sujet parce qu'avec elle, on va être rendu dans la semaine du 24 février 2023. Vous vous demandiez peut-être comment j'étais pour en arriver à parler encore le vendredi 24 février 2023. Mais le lendemain, le 25, c'est sûr que ça va être une émission vraiment spéciale. Étant donné qu'on attendait cette date du 24 février 2023 depuis si longtemps, il va se passer quelque chose. L'an dernier, le 24 février 2022, ça a été l'entrée de Poutine en Ukraine, avec les chars d'assaut, puis les canons, puis les fusées, puis les militaires. Alors, j'espère que cette année, il n'y a pas l'image ou l'idée de réinvestir encore l'Ukraine, mais que d'autres peut-être profiteraient de l'occasion pour aller investir. En tout cas, on a vu des ballons circuler au-dessus de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, qui venaient de Chine, puis ils s'en cachent pas. On retient notre souffle. Peut-être qu'on va finir par passer à un nouveau monde, et je vous recommande vraiment beaucoup là, d'aller lire les commentaires en bas du Vidéorandia qu'on a fait avec M. René Olsen. C'est incroyable, celui qui est allé sur une autre planète, une planète d'extraterrestres qui sont venus le chercher, qui l'ont ramené après 4-5 mois de voyage là-bas. Mais il répond à toutes les questions que vous écrivez sous le Vidéorandia, dans les commentaires. À chaque commentaire, il a donné une réponse aux gens qui posaient une question ou qui passaient un commentaire, et tout le monde est respectueux. J'ai trouvé ça formidable. J'en profite pour dire aussi que les gens qui m'ont envoyé des messages de bon anniversaire pour le 6 février, mon anniversaire, je les en remercie. Aussi, c'était tous des messages très, très gentils. Et je pense qu'on est une belle communauté, notre gang d'ésotérisme expérimental qui avons navigué pendant presque une génération. Chez les Hébreux, ils disent qu'une génération, c'est 40 ans. Ben, on a fait 47 ans. Ça veut dire qu'il y a des, comme Geneviève, née pendant que les émissions commençaient, à me retrouver, puis finalement, ben, on fait nos jours ensemble depuis fort longtemps. Alors, ça se continue, ça va se continuer si Dieu le veut, comme dirait l'autre, hein. J'ai hâte de parler avec toi, Pierre, pour voir à quel point, toi aussi, t'es connecté, t'es branché. J'ai l'impression que des fois, avec Bernard, on mélange des fois les sentiments puis les émotions. Tu sais, on pleure pour toutes sortes de raisons, mais ça n'enlève pas les sentiments. Ben voilà, on vient de perdre Pierre. Alors, voici pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca le contenu des mois de janvier et février réservé aux abonnés du club créé. Il y aura bien sûr une suite dans le club créé pour cette rencontre d'aujourd'hui avec Pierre, qui va presque m'interviewer alors que c'est moi qui est censé l'interviewer, étant donné que nous sommes si près du 24 février. Il y a avec M. René Éric Olsen la version traduite par notre interprète traducteur qui était en Espagne et qui est revenu, qui sera disponible dans les heures qui suivent la diffusion de notre Vidéorandia de cette semaine. Alors, évidemment, qu'à l'approche du 24 février, dont je parle depuis 45 ans environ, nous sommes très attentifs aux événements mondiaux. Pour avoir beaucoup de détails complémentaires à tout ce qui est dit ici dans les émissions, ça a toujours été le complément surprenant, incontournable, avec des images, des photos, des vidéos, des liens. C'est toujours le travail de notre ami Gilles Surprenant, que vous pouvez rejoindre à son adresse si vous avez des conseils ou des cues à lui donner. Pourquoi pas? Merci beaucoup d'être abonné au Club Créé et aussi d'être spectateur régulier les samedis soirs. Un pouce par en haut, c'est très apprécié de la part de toute notre équipe, vous savez. Alors, on en reparle la semaine prochaine du vendredi 24 février 2023. On retient notre souffle, mais on est capable de reprendre notre souffle après, j'espère. Merci de votre attention et bonne semaine.
et bonne fête des amoureux. À bientôt.